Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer. Très heureux de vous accueillir ici. Qui n'est jamais venu ici? Nous avons que des habitués. Ah, quand même. Bon, c'est pas mal. Donc, je vais vous prendre quelques minutes pour vous dire où vous êtes. Vous êtes ici à Léonard Paris, qui est le laboratoire ouvert du futur des villes et des infrastructures. C'est une initiative qui est portée par le groupe Vinci et dont l'objectif est d'explorer un certain nombre de grandes thématiques et de grands objets de transformation des métiers de la ville, des infrastructures, hein, de l'énergie, de la mobilité, du bâtiment, un certain nombre d'infrastructures sur lesquelles le groupe intervient. Ce soir, nous sommes très heureux de continuer notre exploration autour de l'intelligence artificielle, que nous avons commencé par des thématiques sur les chantiers, sur la mobilité. Ce soir, je laisserai Quentin animer cette soirée et vous présenter plus dans le détail l'objectif de cette rencontre. Juste pour vous indiquer quelques grandes autres dates à noter dans vos agendas. Nous continuons notre exploration sur les sujets de prospective avec une autre rencontre, sur les sujets d'intelligence artificielle pardon, avec une autre rencontre le 14 mai. La thématique sera centrée autour de l'industrie, l'intelligence artificielle booster de l'industrie avec un point d'interrogation. On espère arriver à apporter quelques éléments de réponse. Donc 14 mai pour vos agendas. Plus près de nous, c'est la date du 16 avril, que aussi je vous invite à noter. Nous accueillons ici un TEDx Belleville, qui se dénomme On the Edge. Je vous invite à aller consulter notre site internet leonard.vinci.com, dans lequel vous avez tout le détail de la programmation de cet événement et puis la possibilité de vous inscrire autour de ces sujets. Dernier point d'agenda pour compléter ce panorama et remplir le vôtre, c'est la période de fin juin, début juillet, du 24 juin au 5 juillet. Nous organisons pendant cette période-là le deuxième festival Building Beyond. Nous avons eu l'occasion l'année dernière de parcourir un certain nombre de thématiques de la ville, des bâtiments, des infrastructures, autour de rencontres très inspirantes, mais aussi d'entrepreneurs, de mise en avant de solutions sur les grands sujets de la ville et des infrastructures. Nous réitérons ce format avec en partie pris autour de la réflexion sur les différentes échelles de la ville, des échelles chronologiques, des échelles de territoire, des échelles de hauteur jusqu'au souterrain de ces infrastructures. Une quinzaine d'événements entre le 24 juin et le 5 juillet. Donc, je vous invite à suivre nos actualités sur la newsletter en vous y abonnant sur le site internet et vous aurez tout le programme de ces rencontres au cours desquelles j'espère vous y voir nombreux. Je laisse la parole à Quentin pour la présentation de cette soirée et des différents intervenants et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup Julien pour cette petite introduction. Donc moi c'est Quentin. Juste pour introduire le sujet intelligence artificielle et environnement, commencer par vous dire comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc on travaille sur l'intelligence artificielle pour ceux qui sont déjà venus aux événements précédents, c'est plus un secret, sur le futur des villes et des territoires. Et comment ne pas s'intéresser aux sujets environnementaux quand on travaille sur le futur des villes et des territoires. Donc en commençant par cet angle-là à travailler sur l'impact environnemental de l'IA, j'ai fait, comme je pense qu'on ferait tous, une première recherche sur Internet de impact environnemental et intelligence artificielle. Et j'ai été très très surpris de tomber sur presque des dizaines de pages qui me présentent exclusivement que des solutions d'intelligence artificielle pour améliorer la situation planétaire et l'environnement. Et en fait, du coup, des grandes difficultés d'obtenir une vision sur les ressources nécessaires au déploiement d'outils d'intelligence artificielle, le coût en électricité.
le coût en composants électroniques et en terres rares qu'il faut pour déployer les infrastructures nécessaires à l'IA. Je me suis amusé à calculer la consommation en électricité de AlphaZero, c'est l'IA de Google qui a battu les meilleurs joueurs de Go du monde, et ça équivalait sur les 13 jours d'entraînement, sur les 2500 processeurs dédiés, à la consommation d'électricité d'un village de 50 personnes, pour entraîner une IA qui bat les meilleurs joueurs de Go du monde. Donc on a commencé à se poser ces questions et on s'est dit, d'où le nom l'IA meilleur ennemi de l'environnement, on aurait pu dire pire ami aussi, qu'il y avait cette dualité qu'il fallait commencer à explorer, en fait l'IA ça a des vrais coûts dont on ne parle pas assez, et en même temps ça a créé des solutions pour l'environnement. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu en 2 temps ce soir, en espérant qu'on ait un peu mis en perspective le sujet et pris du recul sur l'intelligence artificielle et l'environnement, avec cette petite spécificité qu'on est filmé et qu'on est en live sur Facebook et YouTube. Et comme on a ce rôle très important d'ouvrir le monde ce soir sur l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à partager ces flux vidéo qui sont sur Facebook et la retranscription qui sera sur YouTube dans la foulée, pour que cette question et puis ces enjeux puissent être diffusés le plus largement possible. Pour commencer, on a le plaisir d'avoir avec nous Hugues Verboeuf, qui travaille à The Shift Project sur du coup l'impact environnemental du numérique. Je pense qu'on peut l'applaudir. Alors, du coup, à The Shift Project, donc vous avez travaillé dans les télécommunications et le secteur des communications, infrastructures et services ces dernières années, et vous avez décidé du coup il y a quelques années de dédier la moitié de votre temps à The Shift Project, cette organisation qui travaille à une transition vers une économie décarbonée, et en particulier sur les enjeux du numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et notamment sur les conclusions de votre travail sur la transition vers une économie décarbonée et le numérique? Oui, bonsoir à tous. Peut-être 30 secondes sur le Shift. Donc le Shift Project est un think tank qui a pour vocation, qui s'est donné pour raison d'être, de faciliter et d'accélérer la transition vers une économie décarbonée. Les spécificités du Shift, c'est notamment qu'il est un petit peu à cheval entre le monde universitaire et le monde économique et politique, ce qui veut dire que la majorité de nos travaux s'appuient sur des contributions universitaires et nos cibles principales sont des décideurs politiques et économiques. Et la raison pour laquelle on a décidé début 2017 de s'intéresser au numérique, eh bien, elles sont doubles et elles résonnent avec l'introduction que vous avez faite. La première, c'est que nous consommons toujours plus de numérique et quelque part, ça doit finir par consommer de l'énergie. Et donc, on voulait avoir le cœur net et avoir des chiffres un peu solides sur lesquels s'appuyer. Et puis la deuxième raison, c'est que, comme vous l'avez souligné, le numérique aujourd'hui, on l'identifie systématiquement comme une solution, sinon la solution pour résoudre nos problèmes de transition environnementale et énergétique. Et là aussi, il nous semblait qu'il était nécessaire de vérifier si cette croyance est plus qu'une croyance. Et alors, du coup, le verdict de vos travaux là-dessus? Alors, le verdict, en tout cas, on en a un qui est clair sur la première dimension, à savoir, est-ce que le numérique, ça consomme beaucoup d'énergie et de matière? Et la réponse est oui. La réponse est oui, d'abord en termes absolus. Le numérique, aujourd'hui, ça consomme à peu près 4% de l'énergie mondiale. Quand je dis ça consomme 4% de l'énergie mondiale, je comprends bien à la fois l'énergie qui est nécessaire pour produire les équipements numériques, que ce soit les smartphones, les PC, les télés, etc., mais également l'énergie consommée lorsqu'on utilise ces équipements.
Les deux étant à peu près d'ailleurs de dimensions comparables, 50-50 ou 45-55. Donc 4% de l'énergie mondiale, c'est beaucoup. Malheureusement, et comme vous le savez, cette énergie aujourd'hui, elle est en grande partie carbonée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le numérique est responsable de 50% d'émissions de plus que l'aviation civile ou le transport aérien. Donc ça, déjà en soi, c'est tout à fait à la fois contre-intuitif et impressionnant. Mais le pire, c'est que la tendance est bien plus préoccupante, puisque tous ces chiffres que je vous ai donnés augmentent de l'ordre de 8 à 9% par an. Ce qui veut dire que, par exemple, dans 8 ans, le numérique, à ce rythme, consommera 2 fois plus d'énergie. Et donc, en tant que tel, la tendance de consommation d'énergie, mais également de matières premières, on dira peut-être un mot tout à l'heure des métaux rares, la tendance n'est pas compatible avec les contraintes que nous avons aujourd'hui devant nous, et notamment dans les 10 ans qui viennent, pour avoir une chance de rester sous les 2 degrés de réchauffement avant la fin du siècle. Puisque par exemple, on sait que à partir de globalement cette année ou l'année prochaine, il faudrait que notre consommation d'énergie diminue de au moins 4% par an pour avoir une chance d'atteindre cet objectif. Donc vous voyez, moins 4% d'un côté, plus 9% de l'autre, il y a un problème. Ok, et du coup, maintenant, je vous pose la question et l'intelligence artificielle là-dedans, parce que le numérique, c'est beaucoup de choses, et aujourd'hui, par exemple, c'est notre consommation de vidéos, YouTube, Facebook, Netflix, et toute plateforme de vidéos. Ça consomme beaucoup parce que c'est particulièrement volumineux dans notre échange de données, puis qu'on a tout centralisé, mis en ligne à disposition. L'intelligence artificielle, ça a ses spécificités. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple d'AlphaZero, une grande puissance de calcul. Ça va peut-être nécessiter de capter beaucoup de données, parfois non. Parfois, ça peut s'intégrer à des caméras ou à des objets connectés, mais en local. Parfois, on a besoin de ramener toutes les données dans des serveurs. Qu'est-ce que vous pensez spécifiquement sur l'intelligence artificielle qui va se passer et quels en est ses coûts en ressources? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre précis pour dire X% de la consommation numérique, c'est lié à l'intelligence artificielle. Bon, d'abord parce que l'intelligence artificielle est encore assez peu répandue et assez peu utilisée. Donc la véritable question, c'est si on se met à l'utiliser beaucoup plus, est-ce que c'est bénéfique ou pas? A priori, l'intelligence artificielle, elle a un intérêt s'il y a beaucoup de données à manipuler. Et puis, pour les manipuler correctement et mieux que nous, ça veut dire qu'il faut une puissance de calcul importante et puis beaucoup d'instructions à exécuter dans un temps donné. Donc, a priori, la généralisation de l'intelligence artificielle va plutôt, je dirais, de pair avec une augmentation des volumes de données manipulées et une augmentation des puissances de calcul. Ce n'est pas la seule raison qui fait que tout ça augmente, mais clairement, ça va dans le même sens. Et donc aujourd'hui, on a effectivement tendance à visualiser l'intelligence artificielle dans des environnements, je dirais, plutôt techniques ou industriels. Mais rien ne nous dit qu'elle ne sera pas utilisée peut-être en premier dans des utilisations de loisirs.
Et juste pour rebondir là-dessus, du coup, est-ce que vous pensez, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, au sens de ce qui existe aujourd'hui, donc aujourd'hui, il n'y a pas de machine avec une intelligence générale, mais plutôt des applications très spécialisées, logicielles, qui sont dans nos smartphones, dans les applications web, dans l'industrie, dans les objets connectés. On s'y intéresse parce qu'il y a des investissements massifs énormes, à coût de milliards un peu partout dans le monde, donc on sait que ça va avoir un impact et puis s'incarner. Mais est-ce qu'au final, il faudrait plus se méfier d'un point de vue consommation de ressources de l'IA ou de Netflix ou des boîtes mail? Qu'est-ce que vous en pensez? Juste pour rebondir là-dessus, même si on ne peut pas prédire l'avenir. J'allais vous dire les deux. Aujourd'hui, c'est clair que Netflix représente une proportion beaucoup plus importante de la consommation. Netflix a à peu près 15% de la bande passante sur Internet. Ensuite, ça ne représente pas la même proportion de puissance machine dans les data centers, mais clairement Netflix, oui, c'est quelques pourcents de la consommation énergétique du numérique, pas l'IA aujourd'hui. Mais ce qui est frappant en fait, quand on regarde les utilisations du numérique depuis une dizaine d'années, c'est qu'on a en gros une croissance des volumes de l'ordre de 25 à 35% par an. Et je dirais, il y a régulièrement une nouvelle innovation qui relance la machine. Donc, j'allais dire, peu importe si c'est Netflix ou si c'est l'IA, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que on veut continuer continuer sur la même trajectoire et avec les mêmes réflexes, ou est-ce qu'on se dit que globalement les ressources rares, que ce soit les ressources énergétiques ou les composants pour fabriquer tous ces matériels, et à ce moment-là choisir d'utiliser en priorité toutes ces technologies pour des applications qui, sont effectivement les plus utiles, et deux, aident indirectement ou directement à réduire la contrainte majeure qui est devant nous, qui est cette contrainte énergétique et cette obligation de réduire nos émissions de carbone. Faute de quoi, nous nous amuserons encore beaucoup pendant 10 ans, mais nos descendants s'amuseront nettement moins. J'imagine que vous avez dû en parler beaucoup avec Cédric Villani, qui est du coup aujourd'hui député, qui est un mathématicien renommé, qui a obtenu la médaille Fields et qui avait en 2018 fait une mission sur l'intelligence artificielle pour la France. Est-ce que vous avez partagé cette vision de il va falloir choisir sur quoi on utilise l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous lui avez transmis? Et puis où on en est au final aujourd'hui en France de la démarche d'intelligence artificielle sur ce sujet de transition écologique? Je vous conseille d'ailleurs de lire la partie transition écologique, en particulier du rapport Villani. C'est assez court, mais il y a quand même dédié tout un bout. Oui, alors la réponse est oui. En fait, on l'a rencontré assez tôt dans l'exercice de sa mission. Il a d'ailleurs repris dans cette partie des éléments qu'on lui a fournis. Je crois qu'il il a bien identifié la complexité du sujet. Faisant partie de ces recommandations que l'on peut reprendre à notre compte, il y a notamment le fait de pouvoir disposer d'un site où chacun pourrait consulter les données environnementales de ses équipements numériques. Bon. Aujourd'hui, un tel site n'existe pas, ou lorsqu'ils existent avec des données trop anciennes pour être intéressantes. Donc, par exemple, est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire combien de kilos de carbone ont été émis pour produire ce smartphone
smartphone moyenne gamme, c'est pas un top de top. Vous avez des idées? 75. Alors bravo, c'est quasiment ça, c'est 80 kilos. Vous avez dû lire des études là-dessus. Mais bon, en général, il n'est pas du tout intuitif d'identifier qu'un appareil qui pèse 120 grammes représente en fait 80 kilos de carbone. Il n'est pas non plus du tout intuitif de comprendre que produire 1 gramme de smartphone, c'est en fait 80 fois plus émettif que produire 1 gramme de voiture. Alors évidemment, la voiture est beaucoup plus lourde, donc, mais en proportion, il n'y a pas photo. Donc ça, c'est une des recommandations qu'il a faites. Aujourd'hui, cette base de données n'existe pas. On continue à travailler dans cette perspective et on essaye de trouver des partenaires, notamment l'ADEME, pour que ça se mette en place. L'autre recommandation qu'il a faite, c'est qu'on maximise en fait les capacités de rencontre entre les gens qui se préoccupent de transition numérique et ceux qui se préoccupent de transition écologique. Alors on peut dire que ce soir en est un exemple. Mais donc il avait appelé de ses voeux la création d'un forum qui permette ça de façon systématique. Bon, à ma connaissance, ce forum n'existe pas. Bon, ça, c'est plutôt dans les choses qui ne sont pas faites. Par contre, ce qui met un peu de baume au cœur, c'est qu'à la fois donc l'apparition de son rapport et puis le livre blanc qui avait été fait par l'IDRI et la Fondation Internet Nouvelle Génération sur le sujet et le rapport qu'on a publié en octobre de l'an dernier, ont reçu pas mal d'attention médiatique, ont mené à pas mal de conférences ces derniers mois. Et globalement, je dirais, la prise de conscience est en train de se faire. Bon. Ceci dit, nous n'avons pas l'éternité devant nous, et donc il faut non seulement qu'elle se fasse, mais qu'elle se fasse vite. Oui, c'est effectivement un grand sujet. Nous, on est aussi demandeurs à ce qu'il y ait de l'expertise sur ces sujets d'intelligence artificielle et d'impact environnemental. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas du tout la même chose que de déployer de l'intelligence artificielle dans un capteur qui va processer toutes les données en local ou transmettre toutes les données d'une caméra, par exemple, dans des serveurs, auquel cas on fait bouger beaucoup de ressources, on fait un énorme trafic de données qui consomme beaucoup d'électricité, par exemple. Mais à contrario, si on développe de l'IA embarquée dans des caméras qu'on veut installer sur toute une infrastructure, ça va peut-être vouloir dire renouveler le parc de caméras, ou est-ce qu'on est capable de faire à partir de l'existant? Bref, c'est pas un sujet binaire du tout, pas manichéen du tout, donc avoir une plateforme d'expertise qui avance ces sujets et puis mutualiser un peu notre expérience là-dessus, c'est un vrai sujet. Maintenant, pour voir un peu de l'autre côté de là où il y avait des coûts, voir les solutions, quelle solution pour en fait l'environnement et la planète vous imaginez avec l'IA? On peut lire beaucoup de choses, du machine learning qui réduit la consommation des data centers, par exemple, pour prendre l'exemple parfait de trucs qui met à la fois des coûts et à la fois une solution dans l'équation. Est-ce que il y a des solutions qui se développent qui sont intéressantes? Est-ce que c'est dans une logique plutôt d'amélioration et d'optimisation des systèmes? Est-ce qu'avec ça, on risque pas un effet rebond qui est qu'on réduit les coûts et on optimise la capacité de nos systèmes, donc on se met à les utiliser encore plus, donc on arrive au même résultat à la fin? Ou est-ce qu'il y a vraiment un enjeu et des solutions qui transforment les usages et les services? Et est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots là-dessus? Oui, alors je vais pas être tellement plus optimiste. En fait, toutes les études qui ont été faites montrent que chaque fois qu'on a une innovation qui permet d'optimiser, eh bien, en fait, effectivement, on réduit
je dirais, l'intensité du processus en termes de consommation d'énergie, mais dans la très très grande majorité des cas, on utilise ce surcroît d'efficacité ou ce surcroît de facilité pour consommer plus. Et le surcroît de consommation surpasse le gain d'efficacité. Donc, in fine, le gain, en général, n'est pas positif. En tout cas, ce que ça montre, c'est que on ne peut pas se reposer simplement sur l'innovation technologique pour atteindre un objectif qui serait de réduire globalement la consommation d'énergie. Ça, c'est à peu près clair. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser la technologie. Ça veut simplement dire que dans les objectifs qu'on se fixe en utilisant cette technologie, il doit y avoir le fait de réduire la consommation d'énergie. Et donc ça, forcément, ça veut dire, ça implique d'une façon ou d'une autre une contrainte sur les usages. Donc ça, c'est donc la première réponse à la question. La deuxième réponse, c'est dans un monde idéal, on pourrait effectivement espérer que l'introduction d'une innovation technologique permet non seulement d'optimiser, mais de substituer en fait un usage beaucoup moins énergivore à un autre usage. Donc là aussi, c'est théoriquement vrai, mais dans la pratique, ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois qu'on invente quelque chose, on continue quand même à utiliser le reste. Par exemple, si on regarde sur une longue période, type une trentaine d'années, l'évolution des déplacements et l'évolution des technologies de communication numérique, on observe que les deux augmentent en parallèle, mais que ça n'est pas parce qu'on utilise plus l'une que l'autre s'est mise à diminuer. Ceci dit, si on prend des exemples plus précis, par exemple, si on prend l'exemple de la visioconférence, il y a des entreprises dans lesquelles ça aboutit effectivement à une réduction nette de l'empreinte carbone, et puis il y en a où ça n'a pas abouti à ça. Quelle est la différence ? La différence, c'est simplement la mise en place ou le changement de la politique de voyage, mais qui, en l'espèce, consiste à mettre des contraintes sur les usages des déplacements. Donc, si on accompagne effectivement la mise en place de l'innovation technologique par des politiques qui ont pour objectif de réduire la consommation, ça marche. Si on se contente d'introduire l'innovation et qu'on pense que les choses vont s'organiser toutes seules, elles s'organisent toutes seules, mais pas dans le sens que l'on espère. Ça fait un peu de promo au final pour notre événement du 30 mai qui sera sur l'IA et l'éthique et ces enjeux de société. Non, mais ça à part, du coup, j'en retiens qu'effectivement, s'il y avait une recommandation à faire, ce serait de vraiment intégrer la finalité, le métier, usage sociétal dans le développement des outils d'intelligence artificielle. Peut-être pour conclure, du coup, quelles sont vos recommandations pour ceux qui s'intéressent au développement d'outils d'IA et quel message vous leur feriez passer là-dessus ? Alors, je vais répondre à la question, mais je reviendrai 30 secondes sur votre conclusion. Donc, les recommandations, il y a deux raisons principales pour lesquelles aujourd'hui le numérique consomme beaucoup d'énergie. La première, c'est que on a de plus en plus d'équipements et on les renouvelle très souvent. Voilà, donc par exemple, la durée moyenne de renouvellement d'un smartphone en France, c'est 18 mois. Si on passait à 3 ans, en France, on réduirait l'empreinte carbone liée au smartphone de 50%. Et puis, par ailleurs, ce qu'on ne soupçonne pas, c'est que, par exemple, quand on regarde un film en streaming, Netflix par exemple, sur son smartphone, eh bien, entre l'énergie que consomme le smartphone et l'énergie que globalement vous allez consommer en faisant ça, il y a un rapport de 1 à 2000. D'accord ? Donc, il faut simplement avoir conscience que regarder une vidéo, ça consomme beaucoup d'énergie, même si ce n'est pas nous qui la payons directement. Et ça fait partie de
de la difficulté et du caractère pernicieux en fait de la situation, c'est que nous avons très peu de moyens de nous rendre compte des conséquences de ce que nous faisons quand nous utilisons ce genre d'application. Mais clairement, c'est les deux conseils qu'on peut donner. Pour revenir sur votre conclusion, je crois que c'est pour le numérique, mais que c'est plus global que pour le numérique. Par rapport à cette contrainte climatique qui se traduit en contrainte énergétique, le dernier scénario de l'Agence internationale de l'énergie reconnaît que pour avoir une chance de rester sous les 2 degrés, il faudra ne pas consommer plus d'énergie en 2030 qu'aujourd'hui. D'accord ? Ça veut donc dire qu'il faut maintenant que dans tous les projets que l'on a, ça peut être des projets personnels de vie, mais ça peut aussi être des projets d'infrastructure, eh bien, il faut se donner une contrainte supplémentaire qui est de faire en sorte que globalement, l'introduction de ce projet aboutit à une réduction de la consommation. Donc c'est un peu plus compliqué, quelquefois c'est aussi un peu plus intéressant. Mais si nous ne faisons pas ça dès maintenant, globalement, oui, nous n'avons très peu de chances de ne pas avoir trop chaud dans 10 ans. Merci beaucoup pour cet échange. On peut applaudir Hugues Ferbeuf. Comme je vous sais contraint par le temps, on va prendre 1 ou 2 questions si vous les avez dès maintenant. Et je vais vous faire passer le micro. Bonjour, merci beaucoup. Donc Bernard Monnier, j'organise un événement qui s'appelle Dream in Saclay, sur le plateau de Saclay. Donc je pense qu'il est important qu'effectivement, au-delà des paroles, au-delà de tous ces constats qui sont faits tout le temps, effectivement qu'on le mette en marche tout ça. Cédric Villani justement est le parrain de l'édition. Et j'ai eu pas mal de difficultés pour convaincre justement des grands groupes, dont Vinci, à participer et à mettre des défis sur la table pour qu'on puisse les traiter en mode innovation ouverte. Et notamment, on a eu des défis dans le passé qui ont été, par exemple, comment on peut réduire l'énergie des data centers. On a trouvé une start-up qui était capable de faire ça, que personne ne connaissait, qui s'appelle New Generation. Je pense que ça vaut le coup de le dire parce que c'est intéressant. Ils sont capables d'analyser un petit peu ce qui se passe et de réduire de moitié, en gros, alors ce n'est pas une promesse, mais c'est une volonté d'essayer de réduire drastiquement la consommation des data centers. Donc ça, c'était un point important. L'année dernière, on a eu un sujet qui était comment on peut écrire un algorithme de deep learning le moins énergivore possible, comment on peut faire que l'IA soit le moins énergivore possible. Donc c'est des sujets qui se traitent et on est toujours en train aujourd'hui de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours ce projet qu'on appelle Green IA et je pense que ça vaudrait le coup qu'on regarde un petit peu ensemble comment on pourrait le mettre en marche concrètement. C'est ce qu'on essaie de faire. Et au-delà de tout ça, donc je pense que pour l'année prochaine, ce serait bien qu'on se mette en contact aussi, peut-être que Vinci puisse effectivement adhérer à ces projets et soit partenaire avec nous sur le plateau de Saclay. Mais j'ai juste une petite question à vous poser parce qu'on a parlé beaucoup d'IA, ce qui est, je pense, extrêmement chronophage demain et qui m'effraie énormément, alors que tout le monde fonce dedans, c'est la blockchain. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Parce que c'est x10 par rapport à l'IA, x10, x100. Oui, alors, bon, la blockchain aujourd'hui, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc, la forêt, c'est quand même plutôt Netflix que la blockchain. Non, la blockchain, c'est à peu près 2 à 3% de l'énergie consommée par le numérique. Aujourd'hui, oui. Ensuite, la blockchain, il y a plusieurs techniques. Il y a une technique qui est très énergivore, c'est le proof of work. Il y en a d'autres qui sont moins, mais qui ne sont pas forcément exemptes de risques de sécurité. Bref, je dirais que pour la blockchain, c'est comme pour l'IA, en fait. C'est la question essentielle, c'est d'abord, en a-t-on besoin ? Voilà. On n'a pas besoin d'IA pour tout, mais on n'a pas besoin de blockchain pour tout non plus. Voilà. Et c'est clair que, bien entendu, elle fait appel à des moyens informatiques, et donc il faut se demander si le jeu en vaut la chandelle, en fait.
Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, l'éco-conception des logiciels est également importante, hein, puisque un logiciel qui est trop gros exige une puissance machine plus importante, donc une énergie plus importante. Et il faudrait que tout le monde ait ça en tête lors de la conception de ces nouveaux logiciels. Oui, bonsoir. Dans le monde de la construction, on ne voit pas encore beaucoup pour l'instant l'intelligence artificielle. Pourtant, elle est déjà énormément présente dans la grande distribution, par exemple, dans le trading hyperfréquence ou dans des métiers comme cela. Et tout ce dont vous avez parlé, c'est qui demande beaucoup de travail pour l'ingénieur. Diminuer la conso des data centers, utiliser moins de métaux rares, faire des smartphones avec moins d'émissions de CO2. Est-ce que ce n'est pas là également l'arbre qui cache la forêt ou la partie visible de l'iceberg? C'est-à-dire, le problème, est-ce que quelqu'un a fait une cartographie des usages des premières applications d'IA et est-ce qu'elles ne sont pas un peu toutes dédiées à surconsommer et à être engagées dans une économie de la fuite en avant qui, après, on peut inventer des tas de trucs, mais on court derrière, quoi. Oui, c'est pour ça que dans les projets, je parlais d'abord de projet de vie, parce que je ne peux pas être plus d'accord. Hein, peu importe la technologie, tant que nous sommes dans une logique de consommer toujours plus, parce que nous pensons que consommer plus, c'est vivre mieux, nous n'en sortirons pas. L'équation produira toujours un résultat qui n'est pas bon. Donc, lorsque je parlais de se poser des contraintes, ben oui, c'est vrai aussi pour nous tous. Par exemple, a-t-on vraiment besoin de 10 équipements numériques plutôt que de 2 ? Je prends le chiffre à dessein. Hein. Aujourd'hui, si vous regardez le nombre d'équipements numériques connectés, un Américain en a quasiment une douzaine. Quelqu'un qui a la chance d'avoir un équipement numérique dans un pays moyennement développé en a 1 ou 2. Et nous sommes à mi-chemin, nous en avons 8 à peu près. On peut se dire que déjà, c'est pas parce qu'on en a 13 qu'on vit mieux qu'avec 8. C'est pas forcément non plus parce qu'on en a 8 qu'on vit mieux qu'avec 2. Une dernière question avant qu'on passe à la suite. Les projets connexes à l'IA suivent-ils le développement en fait, de son usage pour en fait optimiser les outils, pour justement en fait réduire l'empreinte énergétique et carbone? Comme il me semble, une start-up française qui a développé des supercalculateurs qui sont, enfin, un nuage de supercalculateurs qui sont installés dans les domiciles de personnes privées qui permettent de chauffer en fait leur appartement comme un radiateur. Parce qu'au final, le problème principal, c'est d'avoir des outils qui ne sont pas utilisés à bon escient, comme un stade de football qui est vide 90% du temps, ou un véhicule personnel qui est parqué 90% du temps. Si on a des outils pour l'IA qui sont exploités de différentes manières et dont on optimise en fait leur production énergétique, calorique, etc., le frein, ce n'est pas l'usage et la prévalence de l'IA, c'est juste au final l'exploitation et le développement des outils. Donc est-ce qu'il y a des solutions qui vont de pair avec le développement de l'usage de l'IA, ou est-ce que c'est pour l'instant en retrait ce genre de développement ? Deux réponses. D'abord, la solution à laquelle vous faites allusion, je la connais. Elle fonctionne. Elle fonctionne quand il fait froid. Bon, le problème, c'est qu'il va plutôt faire de plus en plus chaud. Donc, on peut pas se permettre de concevoir une stratégie technique uniquement sur le principe qui est défendu par cette entreprise. L'autre chose, c'est que je crois qu'il faut s'enlever de l'esprit l'idée que nous résoudrons tous les problèmes créés par l'utilisation intensive de la technologie uniquement par la technologie. C'est une course dans laquelle nous ne pouvons être que perdants.
C'est pour ça que je rebondis sur l'intervention précédente. Oui, il faut optimiser les outils, mais il faut peut-être et surtout contenir nos usages. Si nous ne faisons pas ça, nous aurons l'illusion de bien travailler et nous pourrons constater que la consommation d'énergie continue à augmenter et donc que la température aussi. Puis quand nous nous rendrons compte que finalement nous avons fait fausse route, ça risque d'être un peu tard. Merci beaucoup. On finit sur cette petite illustration de l'effet rebond. Heureusement, sur l'intelligence artificielle, il n'est pas trop tard puisque ça commence à peine à se développer et qu'on est réunis tous ici pour en parler. Donc, merci beaucoup encore pour votre contribution à notre événement. J'espère que ça donnera lieu à plus d'échanges. Je pense qu'on peut encore applaudir M. Fairboeuf. Et puis, on va passer à un autre sujet, puisque maintenant, on va avoir l'intervention de Sébastien Villebeau, qui travaille chez Wisol, qui, lui, a utilisé cette technologie justement pour le développement de nouveaux usages et la transition énergétique. J'en dis pas plus. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de panneaux solaires. On va parler de l'environnement, on va parler aussi d'intelligence artificielle. Donc je vous propose tout d'abord de regarder cette maison. Cette maison, en fait, qui peut être n'importe quel bâtiment. Ça peut être un hangar, ça peut être un bâtiment d'une entreprise avec des bureaux en dessous. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Et sur cette maison, en fait, on voit des panneaux solaires. Mais tout d'abord, je vais vous poser une première question. Est-ce que vous savez ce que ça représente, les panneaux solaires, dans une installation typique de panneaux solaires pour des particuliers? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente? J'entends rien, et effectivement, ça ne représente pas grand-chose. Des panneaux solaires, pour une installation comme ça représente à peu près 10% des coûts totaux qu'on peut avoir sur ce type de projet. On a à peu près 40% de coûts en plus qui sont liés à d'autres équipements électriques ou alors à des structures ou à l'installation, à la pose par un installateur. Et 50% des coûts, en fait, c'est lié au développement et à la commercialisation de ces projets. Et nous, Wisol, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va s'attaquer à tous ces éléments, à tous ces coûts de commercialisation et de développement des projets qui représentent 50% des coûts des projets solaires en toiture. Donc la mission de Wisol, c'est de numériser toute la phase de commercialisation et de développement des petits et des moyens projets solaires en toiture. Alors, actuellement, ce qu'on a, c'est un véritable parcours du combattant. Quand quelqu'un souhaite s'équiper en panneaux solaires, que ce soit un particulier ou une entreprise, tout d'abord, cette personne va commencer par s'informer sur Internet. Ensuite, une fois qu'elle a passé 1, 2, 3 semaines et qu'elle a été complètement submergée par plein d'informations, qu'elles soient techniques, réglementaires, etc., par rapport à ces projets, cette personne va appeler un installateur local ou, par exemple, Vinci Énergie. Et va lui demander de réaliser un premier devis, un premier projet. Qu'est-ce que ça pourrait faire d'installer des panneaux solaires sur le toit de son hangar, sur le toit de ma maison? Et là, en fait, pour développer ce type de projet, pour pouvoir répondre à cette très simple question, il va être nécessaire de faire plein de choses. Il va falloir faire une modélisation du temps en 3 dimensions, il va falloir faire une étude de la consommation potentielle électrique, il va falloir faire un calcul du potentiel solaire, il va falloir faire des générations de plein de scénarios différents en fait, en fonction de là où on place les panneaux solaires, etc. Et tout ça, en fait, ça prend énormément de temps et c'est extrêmement coûteux. Alors en fait, quand on est sur des petits ou des moyens projets, très souvent, c'est pas fait. Et donc du coup, on a des projets solaires au rabais. On a des projets solaires au rabais qui amènent à une insatisfaction des clients, qui amènent à des projets moins performants et qui amènent aussi à une difficulté pour les clients pour s'équiper parce qu'en fait, ils ne sont pas guidés et ils sont vraiment lâchés au milieu de nulle part. Donc une fois qu'on a généré tout ça, il y a des allers-retours avec le client n'est jamais d'accord, ça ne correspond jamais exactement aux besoins puisqu'on a des clients qui sont néophytes. Et donc tout ça, en fait, ça va générer des processus qui sont extrêmement longs et donc extrêmement coûteux. Nous, en fait, Wisol, là, on va vraiment changer. On va changer ce qui se passe actuellement pour ces petits et ces moyens projets en toiture. C'est qu'on va intégrer une dose d'intelligence artificielle, donc d'où notre présence ici ce soir, qui va nous permettre de comprimer tout ce temps, toutes ces modélisations, en quelques secondes seulement, en quelques minutes seulement. Ce qui va vous permettre, en fait, d'avoir un projet qui va être extrêmement abouti, qui va être extrêmement qualitatif, qui va avoir un niveau de développement
et de fiabilité qui va être similaire à ceux d'un très très grand projet, même pour les petits ou les moyens projets solaires en toiture. On rend le tout accessible en ligne pour que le parcours client soit extrêmement simple et fiable. Et tout cela, ça nous permet du coup d'avoir une expérience client améliorée, des coûts réduits et des projets mieux conçus. Donc concrètement, en fait, en quoi ça consiste? Donc on a vu le parcours client tel qu'il existait actuellement. Avec WeSol, votre parcours client est extrêmement simple. Vous avez seulement à rentrer votre adresse, à renseigner quelques éléments pour dire que si jamais c'est une résidence principale ou alors un bâtiment avec des bureaux. Et sur ces bases-là, nous, on va se charger de tout le reste. On va modéliser votre bâtiment, on va calculer tout le potentiel solaire, on va calculer tous les cas possibles, toutes les configurations qui existent. Donc là encore, tout ça, c'est boosté à l'intelligence artificielle. Et on va vous les présenter de façon extrêmement simple et intuitive pour que vous puissiez comprendre, en fait, pour que vous puissiez choisir le projet qui vous correspond. Quand vous cherchez un billet d'avion, vous avez besoin d'une interface extrêmement simple pour pouvoir comparer, pour pouvoir choisir en fonction de différentes configurations que vous ne connaissez pas encore. Et bien là, on va vous présenter la même chose. Ensuite, une fois que vous avez tous les éléments pour prendre votre décision, vous allez pouvoir faire un choix. Et nous, après, on va vous accompagner sur toutes les phases du développement du projet. Donc toutes les autorisations administratives, toutes les autres autorisations qu'on a numérisées pour permettre de le faire de façon extrêmement simple, fiable et rapide et à coût réduit. Et ensuite, on fait intervenir un installateur partenaire pour faire la pose effective sur votre toit. Donc l'expérience client, en fait, donc j'ai mis quelques éléments, quelques screenshots de notre expérience client. Elle se veut extrêmement simple parce qu'on a vocation vraiment à démocratiser cette énergie solaire qui est encore extrêmement complexe actuellement pour les particuliers ou pour les petits professionnels. Que ce soit par la présentation simple des résultats, que ce soit par la présentation en 3 dimensions de l'intégration des panneaux solaires sur le bâtiment, ou que ce soit par la génération d'études détaillées pour vous permettre d'avoir vraiment toutes les cartes en main pour réaliser votre projet. Alors quelques éléments enfin à quoi ça ressemble en fait les rendus 3D. Donc tout ça en fait c'est fait grâce à de l'intelligence artificielle qui nous permet de modéliser tous les bâtiments de façon simple. On pourrait le faire de façon manuelle mais ça serait extrêmement lourde et ça ne serait pas fait aussi précisément. Et en fait en boostant tout ça avec de l'intelligence artificielle, ça nous permet de le faire très simplement et rapidement. Donc mes clients, on va passer. Et donc concrètement, alors pourquoi est-ce que je suis là ce soir? Je suis là ce soir parce que parmi vous, il y a des collaborateurs de Vinci potentiellement. Et je suis sûr qu'à Vinci, vous avez accès à un potentiel foncier extrêmement important, que ce soit pour vos clients en propre ou que ce soit pour des clients pour lesquels pour des clients internes, je pense à Vinci Concessions ou autres. Et donc je serais ravi de discuter avec vous des potentielles applications de nos technologies en interne ou vis-à-vis de vos clients en tant que Vinci. Et si aussi, pour ceux qui ne sont pas de Vinci, je serais très heureux aussi de discuter avec vous si vous avez un intérêt pour notre solution, que ce soit en tant que simple curieux ou que ce soit pour une distribution potentielle à des clients qu'on n'aurait pas forcément imaginé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, là, une utilisation des nouvelles technologies numériques, data science et intelligence artificielle pour rendre plus accessible l'énergie solaire. C'est un des autres pendants dont on parlait tout à l'heure. Un autre exemple d'une autre perspective, puisqu'il s'agit celle d'un programme de Microsoft. J'ai l'honneur d'accueillir parmi nous Christian Gelé de Microsoft qui vous présentera leur projet AI for Earth. Bonsoir à toutes et à tous. Christian Gelé, je travaille effectivement chez Microsoft et j'ai le rôle de directeur technique de compte. Et je partage mon rôle avec Sébastien David qui est dans la salle. Et nous animons à peu près une équipe d'une quinzaine de personnes chez Microsoft qui anime la relation avec le groupe Vinci au quotidien pour utiliser nos technologies, dont celle d'intelligence artificielle. Mais je ne suis pas là pour parler de ça ce soir, mais plutôt de vous montrer 2 illustrations pour répondre aux questions qu'ont posées Quentin et Julien en introduction sur l'IA est-elle la meilleure ennemie de l'environnement. Honnêtement, si on prend un petit peu de recul, notre plus grand défi, c'est quoi aujourd'hui? C'est de s'occuper d'elle. C'est vraiment de s'occuper de préserver notre environnement et notre planète. Pour ça, Microsoft a lancé un programme qui s'appelle AI for Good, qui vise à
promouvoir l'utilisation de l'intelligence artificielle pour répondre à 3 enjeux importants pour nous. La santé, l'aide humanitaire et l'environnement. Sur la partie environnement, le programme s'appelle AI for Earth et c'est de celui-ci que je vais parler ce soir. C'est un enjeu qui est porté à très haut niveau chez nous, puisque même le président de Microsoft a considéré qu'effectivement, il y avait un bénéfice à utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à un certain nombre d'enjeux. Et donc, promouvoir ces usages et accompagner tous ceux qui portent des projets semblait important pour nous. Alors, très concrètement, en quoi consiste ce programme AI for Earth ? Il porte en fait à investir une certaine somme d'argent pour subventionner des projets de recherche sur 5 ans, pour contribuer à des projets de recherche universitaires, industriels, étudiants, sociétés commerciales, à faire des projets de recherche en utilisant nos technologies. Et pour répondre à des enjeux dans 4 différents domaines que je vais vous partager maintenant. Je pense que vous vous y retrouverez forcément. Le premier, c'est sur l'agriculture. Vous savez que nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète à devoir se nourrir avec des terres qui sont de moins en moins fertiles ou dans des contrées de plus en plus difficiles à atteindre. Et donc on considère que l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux cultiver et mieux nourrir la planète. Le deuxième enjeu, c'est autour de l'eau. Aujourd'hui, 2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à une eau saine, ou même du tout à l'eau. Et donc on souhaite effectivement pouvoir aider l'exploitation des ressources en eau, là où aujourd'hui on pense qu'à peu près d'ici 2 décennies, on va se retrouver à un besoin, à une consommation d'eau qui est supérieure aux réserves dont nous disposons aujourd'hui. Donc on a vraiment besoin d'accroître notre efficacité, à diminuer la consommation en eau et à rendre hygiénique l'eau qui est à notre disposition. Troisième enjeu, autour de la biodiversité. Nous vivons et nous ne sommes qu'une infime partie d'un écosystème beaucoup plus large, les animaux, la faune, la flore, et donc il faut pouvoir protéger ces environnements qui sont déstabilisés, notamment par le changement climatique. Et donc promouvoir tous les projets qui permettent de détecter, surveiller et protéger des espèces font partie de ce programme. Dernier point, malgré tout, je crois que l'horloge continue de tourner, et donc les enjeux environnementaux sont là. Hugues en parlait tout à l'heure, on est vraiment en train de courir avec une cible qui se rapproche devant nous, où effectivement il faut qu'on prenne des engagements très forts autour des impacts de ce changement climatique. Les crues qui étaient centennales deviennent des crues décennales, la montée des eaux dans les océans est aussi un enjeu, la transformation des écosystèmes sous-marins du fait de l'acidité et de la pollution plastique. Tout ceci sont des sujets sur lesquels on travaille avec des universitaires au travers de ce programme. Ce programme a été lancé il y a 2 ans. Chaque année, nous relançons un programme de recensement de projets. La période actuellement est encore ouverte jusqu'à début juin. Donc si aujourd'hui, si ce soir vous êtes intéressé, vous avez une idée en tête, on peut effectivement en discuter. Et je reviendrai sur les modalités pour pouvoir s'inscrire dans ce programme-là. Et aujourd'hui, il me semble, et les chiffres sont à jour, 138 projets ont déjà bénéficié d'un appui de Microsoft, qui peut être un appui sur l'utilisation des technologies, mais aussi de ressources, des services que nous mettons à disposition dans nos clouds, et je reviendrai sur ce sujet un tout petit peu plus tard. Donc ces 138 projets sont hébergés dans 27 pays, vous les voyez ici, dans différentes thématiques que j'ai évoquées, mais surtout, ils vont aussi impacter 45 pays au total dans le monde, et je crois que c'est à peu près 7 millions de personnes qui ont été impactées par les différents programmes auxquels nous avons contribué. Je vais juste mettre un petit focus sur 2 projets qui m'ont paru vraiment intéressants en préparant cette intervention. Le premier projet, en fait, parle de prémonition. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas partir dans Minority Report. Il s'agissait juste au départ de se poser la question, les maladies infectieuses sont transmises par des vecteurs comme des moustiques. Donc au départ, on souhaitait cartographier, enfin les chercheurs tentaient de cartographier les vecteurs de transmission et les zones d'infection des maladies
dans des zones de campagne. Et donc on a mis au point ces petits pièges à moustiques de façon à collecter les moustiques et identifier quelles étaient les populations qui étaient infectées, etc. Quand nous sommes arrivés sur le projet, nous avons élargi le spectre. Et en fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'un moustique ? Eh bien, c'est un biologiste qui fait du prélèvement sur le terrain. Avec le sang qu'il prend sur ses victimes, eh bien, il suffit de récupérer le sang et vous faites une cartographie ADN de la personne qui s'est fait piquer. Et donc, avec ceci, on a pu réussir à effectivement faire des cartographies de biodiversité. Plutôt que d'envoyer des gens sur le terrain qui ont un bagage technique très très important, ils ont fait des études, mais effectivement pour passer des heures sur le terrain à attendre que les éléphants se présentent, eh ben, on envoie des moustiques et on les collecte. Alors vous allez me dire, l'intelligence artificielle dans tout ça, elle sert à quoi ? Le premier, c'est que ça ne sert à rien de prélever des insectes qui n'ont pas piqué ou qui ne sont pas dans l'espèce qu'on souhaite observer. Donc, la première intelligence artificielle, ça peut paraître tout bête, mais on écoute les battements d'ailes, on les chasame, et on détecte effectivement les insectes que l'on souhaite collecter. Visiblement, un moustique qui a piqué ne fait pas le même bruit qu'un moustique qui n'a pas piqué. Donc il se retrouve dans le piège, et ce piège, eh ben, comme il est très très loin du laboratoire, on va le chercher en drone. Hugues, je suis désolé, effectivement, on parle de consommer un petit peu plus d'outils, mais effectivement, l'objet, c'est d'aller dans le laboratoire, et là, l'intelligence artificielle vient contribuer une deuxième fois. Là, il nous aide à cartographier beaucoup plus rapidement le sang qu'on a prélevé et de pouvoir identifier derrière l'espèce et de construire des cartes qui nous permettent d'analyser les écosystèmes et de suggérer en disant attention à cet endroit-là, je devrais trouver une autre espèce parce que l'intelligence artificielle me permet de faire des suggestions sur les cartographies déjà existantes. Donc, on ne supprime pas d'emploi parce que j'attends la question. Le biologiste, il passe plus de temps au laboratoire, il fait plus de temps d'analyse, il perd moins de temps à attendre que le moustique lui ramène le sang. Deuxièmement, on cartographie beaucoup plus de zones et beaucoup plus rapidement. Et donc, comme on est aussi dans une course de temps avec l'intelligence artificielle, avec le changement climatique, pardon, eh bien, je pense que là, on a atteint un objectif assez intéressant. Le second projet, c'est de se dire également, j'ai besoin de cartographier effectivement mes biodiversités, mais là, non plus pour identifier des écosystèmes qui sont fragilisés, mais plutôt tout simplement de se reposer sur le fait que l'intelligence, que des promeneurs, des passionnés, des naturalistes peuvent être éventuellement le meilleur vecteur de collecte d'informations. Et donc si vous vous promenez avec un smartphone et que vous prenez effectivement une photo d'une grue, et là je parle d'une grue avec des ailes, pas une grue de chantier, puisque je suis chez Vinci, eh bien on va se reposer effectivement sur une application, sur un smartphone, et qui va analyser à partir de la photo et détecter plus facilement l'espèce devant laquelle je suis. Et par ce partage d'informations, l'analyse d'images, le partage d'informations me permet aussi de faire de la collecte, de la cartographie d'espèces dans les différents écosystèmes que nous couvrons avec nos passionnés. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que l'espèce aurait dû être là parce qu'on la connaît, est-ce que effectivement des animaux qui hivernent se retrouvent plus tôt alors qu'ils devraient être encore en hibernation, est-ce que c'est normal de trouver telle espèce à côté de telle autre espèce, et de pouvoir détecter effectivement des changements de comportement. Je rappelle qu'à peu près 40% des espèces que nous recensons aujourd'hui sont menacées par différents aspects externes de changement climatique. Donc il faut qu'on puisse détecter éventuellement ces espèces qui sont en péril et pouvoir mieux les protéger. Voilà deux projets qui ont bénéficié de l'accompagnement à e-Force. Je n'avais que 10 minutes, donc j'ai essayé de respecter mon contrat. Sachez qu'effectivement, vous avez la possibilité d'en découvrir beaucoup d'autres à l'adresse qui est ici, qui sera effectivement communiquée. Et derrière, pour ceux qui sont intéressés, de pouvoir candidater pour développer un nouveau projet. Comme la soirée était posée sur deux questions, l'impact de l'intelligence artificielle vis-à-vis de l'environnement, je vais prendre juste 2 minutes pour parler de ce sujet-là, parce que comme Quentin l'a dit, ce n'est pas forcément la première information qui remonte quand vous cherchez sur un moteur de recherche, même s'il est concurrent à celui de Microsoft, tout simplement parce que je pense que c'est un sujet avec lequel un certain nombre de grands du web ne sont pas forcément très à l'aise.
Nous, on est très à l'aise avec le sujet. Effectivement, l'informatique représente, alors je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que Hugues, nous on est plutôt à 10% aidés 2013, donc à mon avis ça a encore grandi. Bon, dans tous les chiffres, on sait, tout dépend de ce qu'on met dedans, de ce qu'on met à côté. Nous, c'est à peu près 10% sur l'utilisation des data centers, de vos PC à la maison et de tous les équipements télécoms qui font la liaison entre les data centers et votre PC. Donc il y a une urgence. Et Microsoft essaye d'être responsable également sur ce sujet-là, puisque nous exploitons à peu près 54 zones, ce qu'on appelle chez nous des zones de data center. Donc beaucoup plus de data centers en réalité. Et donc on a pris un engagement dès 2016, et peut-être même bien avant, de réduire l'utilisation de matériaux d'énergie fossile dans l'alimentation de nos data centers. Donc on est aujourd'hui, entre 2008 et 2020, on a dépassé les 50% d'utilisation d'énergie verte pour carburer, faire tourner nos data centers. L'objectif, c'est bien d'arriver à 100% d'énergie verte. Alors pour ça, on a 2-3 idées. La première, c'est d'appliquer, même si l'occupant de la Maison-Blanche a décidé autrement, nous avons décidé d'appliquer à notre niveau les engagements de l'accord de Paris. Et donc nous souhaitons, d'ici 2030, réduire de 75% notre consommation d'énergie. Donc ça demande un énorme travail, et qui n'est pas qu'un travail sur la technologie dont a parlé Hugues tout à l'heure. C'est aussi un changement de comportement pour l'ensemble des collaborateurs Microsoft. Donc on s'est imposé une taxe carbone en interne de chez Microsoft. Chaque division chez nous paye une taxe carbone sur l'utilisation des data centers, l'utilisation de nos laboratoires, les déplacements en avion des collaborateurs et l'utilisation de nos bureaux, qui sont les 4 postes les plus importants en termes de génération de tonnes de CO2 équivalentes. Parmi ces engagements, on cherche aussi d'autres solutions. Alors, je parle d'un projet dont vous avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux, qui est le projet NATIC, avec un A et pas un O, pour parler de notre data center qui a été mis au point avec une société française, donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'en parler, le groupe Naval, qui a mis au point avec nous un data center que l'on plonge dans l'océan. Alors, non, ce n'est pas pour réchauffer l'eau des océans, il n'en a pas besoin. Mais au contraire, 50% de la population habite à côté d'une côte. Donc pourquoi ne pas y mettre nos données? Vous avez encore toute une partie sud, dans l'hémisphère sud, qui n'a pas accès à Internet, ou pas facilement, pas de la même façon que nous, dans nos pays occidentaux et matures. Donc on trouve des moyens, on cherche des moyens effectivement à apporter des solutions de data center à ces zones-là. Et donc effectivement, de pouvoir bénéficier du refroidissement naturel de l'eau, mais une fois de plus, l'eau elle-même, une fois qu'elle est chaude, elle est renvoyée sur Terre et elle fournit de l'énergie de chauffage aux populations qui sont à proximité. Donc c'est encore qu'un projet, ça marche bien. Vous pouvez même aller sur le site, voir les moules qui se sont accrochés sur le data center et voir que les écosystèmes se sont appropriés leurs nouveaux habitants. Et effectivement, tous les travaux qui sont faits pour mesurer la viabilité du projet à long terme. On n'y mettra pas un dollar de plus si effectivement on pense que ça ne vaut pas le coup. Mais il y en a déjà un deuxième qui est en fabrication, donc ça veut dire que nos travaux exploratoires commencent à avoir du sens. Voilà ce que fait Microsoft pour essayer de réduire son empreinte. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, je suis très intéressé d'avoir vos feedbacks et vos questions. Merci. Alors merci beaucoup du coup pour ces quelques exemples et puis de solutions et aussi de dispositifs internes chez Microsoft. Moi je serais très intéressé d'en savoir plus sur la taxe carbone que vous avez mise en place. Ça a l'air assez impressionnant. On n'a pas eu de gilet jaune pour la mettre en place. Et j'ai utilisé 2 moteurs de recherche différents pour bien vérifier que ça ne dépendait pas du moteur de recherche, le fait que je trouve principalement des solutions pour l'environnement de l'IA et non pas les informations sur les coûts. Je vais en parler au groupe produit pour remonter l'information. Mais voilà, il y en a un qui était français de ces moteurs de recherche d'ailleurs. Du coup, merci pour ces 2 présentations. Maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions ou des défis à poser aux solutions qui vous ont été présentées ou simplement des retours, c'est à vous, même en ligne d'ailleurs, puisqu'il y en a quelques-uns qui nous regardent via Facebook. Je crois qu'on suit un petit peu si vous posez des questions, qu'on pourra les poser et les retranscrire
ici. Ouais. Au regard de l'installation de serveurs dans des zones qui les réfrigéraient de manière naturelle, est-ce qu'il y a aujourd'hui des études et des projets dans des zones comme dans des régions comme la France pour exploiter les anciennes mines et profiter en fait, de la température modérée et constante au long de l'année? Alors, merci pour la question. Pas à notre niveau, effectivement. C'est une piste qui peut être intéressante. Les conditions de sous-sol doivent être des conditions très particulières. Il faut que la stabilité du sol soit importante et c'est pour ça que les projets chez nous pour déterminer le positionnement d'un data center nécessitent la prise en compte notamment de l'activité sismologique, puisque tous nos data centers, doivent effectivement pouvoir résister à un certain nombre de critères, accidents majeurs, inondations, feux, exposition. On doit respecter effectivement l'environnement puisqu'on souhaite porter le projet jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, effectivement, on ne nous a pas parlé de travaux qui sont en sous-sol. Merci. D'autres questions? Benoît Grégo, je suis un acteur du Smart Building. Dans l'intervention précédente comme dans la vôtre, je trouve qu'il y a un concept qui n'a pas été évoqué, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été traité, mais en tout cas vous n'en avez pas parlé. Est-ce que vous vous appuyez sur des études de mesure d'impact avant de décider de vous investir dans tel ou tel projet? On peut lancer plein de chiffres sur effectivement ce que ça coûte, ce que ça consomme, ce que ça produit comme carbone, ce que ça coûte comme énergie, etc. Mais il faut, je pense, dans toute politique d'innovation, il faut mettre ça en rapport avec les impacts attendus. Et je voulais savoir chez Microsoft quels outils ou quelles approches vous avez par rapport à ce sujet-là. Alors, connaissant comment la boîte fonctionne, effectivement, il y a la photo avant et il y a la photo après. Il y a effectivement, alors pour les projets dont je mentionne, pour le travail du programme iForce, là, on est bien en appui sur des projets qui sont existants, des projets universitaires, donc il y a une part exploratoire, il y a un risque à prendre en termes, pour nous, d'investissement, même si ce n'est qu'une subvention. Sur les initiatives qu'on porte en interne, effectivement, on estime qu'il y a un risque à maintenir des comportements ou des utilisations qui sont inappropriées si on veut avoir effectivement un impact sur le long terme de notre fonctionnement. On reste quand même si avec le Satya Nadella qui est arrivé en février 2014, les choses ont un petit peu changé, mais on reste quand même sur une analyse profonde de nos impacts sur le long terme. Donc on suit des scorecards, et si effectivement on estime qu'il faut mesurer X mois ou X années après avoir lancé le projet, je pense qu'on le fait. D'autres questions? Ouais. Merci. Moi j'ai une question pour le porteur de Wissol. Est-ce que, du coup on se connaît, mais est-ce que tu pourrais nous dire quel est l'élément qui est un élément d'IA spécifiquement qui permet de débloquer, qui permet de faire ce que tu offres? Quel élément dans ton offre où le fait d'avoir l'IA a permis justement de l'industrialiser, d'avoir une start-up lancée là-dessus, quoi? En fait, actuellement, quand on parle d'IA, il y a une des grosses branches qui est utilisée, qui est vraiment le traitement d'image. Et c'est très souvent les solutions qui se cachent derrière de la vraie IA. Quand on dit IA, en fait, il y a plein de niveaux d'IA, mais quand on parle d'IA de façon courante, on parle plutôt des réseaux de neurones. Et très souvent, les types de solutions qui utilisent ces technologies, c'est pour une des applications basées sur des images. Et en fait, ce qui est super, c'est que quand on parle d'une maison, d'un bâtiment quelconque, on a des tonnes d'images à utiliser. Et c'est vraiment ça qui nous permet de très facilement en fait, développer nos modèles 3D pour faire nos calculs. Donc vous régénérez le modèle 3D à partir d'une image 2D, quoi. Exactement. Okay. Et du coup, j'enchaîne, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des dernières questions. Est-ce que vous avez regardé un petit peu du coup, l'impact environnemental de vos solutions, de vos prestats de stockage de données ou ce genre de choses? Vous n'en êtes peut-être pas encore là. Alors effectivement, on ne l'a pas regardé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ce type d'entraînement, on le fait une fois, et après l'idée c'est de le faire, on le fait une fois, on le répète tous les trimestres.
Et après l'idée, c'est de le conserver sans pour autant le mettre à jour très fréquemment. Quand on parle d'IA, on parle très souvent d'entraînement. Et quand on parle d'entraînement, en fait, on parle de bases de données. Donc il y a vraiment deux types de bases de données qui peuvent exister. Il y a les bases de données qui sont faites automatiquement parce qu'elles sont générées en interne par des données qu'on acquiert et qu'on traite manuellement. Et il y a aussi après des données qui sont labellisées manuellement. Et donc ce type de données, c'est extrêmement lourd à faire. Quand on veut lancer une solution d'IA basée sur ce type-là, il faut prendre pas mal de temps pour labelliser les données et s'assurer de la qualité par rapport à ce qu'on souhaite faire. Et donc du coup, pour répondre à la question de la balance, de l'équilibre entre l'énergie qu'on dépense pour entraîner les modèles et les gains qui peuvent être réalisés en installant les panneaux solaires sur le long terme, on n'a pas fait les calculs précisément, mais je pense que la balance est très clairement positive. Une dernière question peut-être, pour clore la soirée. Non, écoutez, merci beaucoup pour vos présentations et merci à tous d'être venus ce soir. Maintenant, ce que je vous propose de faire, outre bien noter qu'il y a un TEDx ici le 16 avril et le 14 mai qu'on se retrouve pour l'IA et l'industrie, c'est de partager ce petit buffet tous ensemble et puis de continuer à échanger, de vous faire porteur de ces sujets environnementaux et d'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Partagez vivement le flux vidéo qui sera sur YouTube et qui est retransmis sur Facebook. Et puis je vous dis à bientôt et merci.